Durant cet atelier discussion, nous allons poser les fondations. L'État doit-il montrer la voie, poser les garde-fous ou laisser faire dans cette révolution numérique? Nous avons donc 5 intervenants qui ont des vues parfois convergentes et vous allez voir aussi divergentes sur le sujet, des acteurs qui viennent du privé et également du public. Alors, je les présente brièvement. Madame Saskia Dufresne, voilà, qui est juriste et chef de l'Office des autorisations de construire. Elle assume également, si vous avez envie de louer quelque chose, la direction du projet Praille Acacia Vernet. Bénédicte Montant, qui dirige un important atelier d'architecture, 3BM3, ancienne députée PLR. Raphaël Rollier, tête chercheuse chez Swisscom, spécialiste de la transformation digitale et observateur affûté de tout ce qui se passe. Jean-Henri Morin, prof à l'Uni de Genève, qui a une vue décapante sur ce qui se fait ou ne se fait pas à Genève et en Suisse. Enfin, Gianfranco Moi, qui est directeur général adjoint de la DGDRI. Il est le fondateur du Geneva Lab, l'unité de transformation numérique de l'État de Genève. Il s'occupe donc de la modernisation numérique de l'État et est chargé de fluidifier, au fond, l'interaction entre l'État et nous, les administrés. Pour l'entrée en matière et mettre les compteurs à zéro, je vous propose avec lui un tour d'horizon de ce qui est déjà fait à Genève. À vous, Gianfranco. Merci, je suis très content de pouvoir intervenir devant cette assemblée. Et donc le sujet est vaste. J'aimerais peut-être commencer par dire qu'à la DGDRI, nous avons déjà donc travaillé sur une stratégie économique qui a été publiée en 2015 et qui se projette jusqu'à l'an 2030, dans laquelle il y a une forte composante numérique qui imprègne un certain nombre de domaines. Et donc, M. Torres l'a signalé au début de son introduction, il y a un certain nombre de préoccupations importantes, fondamentales, auxquelles nous sommes tous confrontés globalement. Et effectivement, c'est l'attractivité de notre territoire, et en particulier donc, les questions de fiscalité, mais pas seulement, donc la question aussi de la mobilité. On a une géographie qui est extraordinaire, on a vraiment des paysages fabuleux ici à Genève. Le lac est une source d'énergie aussi, mais bien entendu, ça pose aussi un certain nombre de problèmes logistiques au niveau de la mise en place de la mobilité et de la circulation, avec donc, toute la question finalement des mouvements pendulaires des frontaliers. Voilà, donc cette question du numérique, finalement, elle est centrale dans l'évolution de notre tissu économique et en particulier sur le domaine de l'innovation. Et on voit qu'aujourd'hui, ces questions, finalement, sont tellement complexes qu'on n'arrive plus à les aborder de manière traditionnelle et qu'il faut, en fait, de nouvelles approches pour pouvoir innover dans ce domaine du numérique et notamment il faut se projeter dans une continuité de la chaîne de valeur et on n'a plus une séparation nette, très distincte finalement entre les différents intervenants qui globalement pour réussir doivent collaborer de manière plus stricte. Donc quel est le rôle de l'État vis-à-vis de ce mécanisme finalement de l'innovation ouverte? C'est de poser un certain nombre de conditions cadres qui vont permettre de la faciliter. Alors, on a parlé d'un certain nombre de réalisations qui ont été faites à Genève. La première chose, c'est justement de mettre en place un dispositif d'innovation qui soit agile. Donc, c'était l'objectif de la création du Genève Lab. Donc, Genève Lab, en fait, qui se base sur un certain nombre de principes. C'est une structure légère, une structure qui est calquée sur des modèles éprouvés maintenant. Il y a à peu près 150 labs de ce type en Europe qui sont aujourd'hui membres d'un réseau qui s'appelle le réseau européen des Living Labs et dans lequel on utilise des méthodes de type design thinking, donc des méthodes agiles et participatives. Donc l'innovation, et notamment dans le domaine du numérique, on essaie de faire intervenir immédiatement toutes les parties prenantes
pour valider un certain nombre d'hypothèses, vérifier nos idées. Et ce processus de co-création, finalement, est au cœur du dispositif. Monsieur Moy, juste comme on va faire interagir un peu l'Assemblée, j'ai déjà une ou deux questions qui vous posent directement la question. Au fond, est-ce qu'à Genève, on est prêt pour cette révolution industrielle? Qui? L'État, les collectivités publiques, comme ça on est direct. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on se prépare. Donc il y a eu, du point de vue de l'État, un certain nombre d'initiatives de sensibilisation et aussi, je dirais, de mise en place de prototypes, d'expérimentation qui nous permettent de voir quel est le niveau, je dirais, de préparation. On ne sera jamais tout à fait prêt. Il faut voir aussi qu'il est difficile de se projeter. C'est pour ça que l'approche itérative est importante. Donc, typiquement, on a cité tout à l'heure quelques exemples. J'aimerais juste peut-être les mentionner rapidement. Donc, les géodata, effectivement, on a un système de collecte d'informations qui sont maintenant mises à disposition du public sous forme open data et sur lequel on veut bâtir maintenant tout un dispositif qui vous permettra d'utiliser ces données pour fabriquer des services, typiquement co-fabriquer des services. Et on envisage, dans le déploiement de cette initiative qu'on a appelée le Smart Geneva, d'avoir une application forte justement des acteurs économiques pour développer ces services. Donc l'État ne travaille plus tout seul, on est dans des logiques de partenariat public-privé pour développer ces services. Merci Monsieur Moy. Je vais céder tout de suite la parole à Monsieur Rollier pour qu'on ait une vision un peu plus nationale, extra-cantonale, internationale et comme nous disent les banquiers lorsqu'on va aller voir le benchmark, qu'on ait un peu une idée. Est-ce qu'en termes d'innovation en Suisse, on est bon, on est mauvais? Et parlez-nous un peu d'expériences dont vous m'avez parlé, de régions du monde qui ont testé au fond un cadre réglementaire expérimental, au fond, afin de ne pas empêcher le progrès et surtout ne pas tomber aussi dans l'anarchie. Alors je crois que vous avez quelques exemples là-dessus. Oui, merci déjà de m'avoir invité. Ce que je voulais dire, c'est peut-être plus simple pour moi, parce que je ne fais pas partie de l'État, mais je l'observe et je le soutiens, c'est que finalement la tâche de l'État, elle est quand même assez compliquée dans cette transition numérique parce qu'elle est double. C'est-à-dire qu'à la fois l'État doit elle-même intégrer le numérique, avec notamment le Geneva Lab et ce genre de choses que vous avez citées, puis elle doit aussi accompagner l'économie. Donc elle a les deux facettes à faire. Et donc du coup, elle doit suivre, et j'ai bien aimé la présentation de l'étude avec ses étapes. Et si je prends d'abord l'étranger, qui est le canton de Vaud, avec lequel j'ai pas mal collaboré, on est passé par cette première étape il y a 1 année et demie qui consistait à faire l'état des lieux. Et dans cet état des lieux, on a fait 3 choses. La première était de voir l'état des lieux de quelles sont les compétences dans le numérique au sein du canton, puis on l'a mis à disposition maintenant sous une plateforme. Le deuxième point, c'était de consulter les patrons d'entreprise pour savoir justement quels étaient leurs besoins. Un certain nombre d'ailleurs dans la salle de personnes ont contribué à voir ça. Et puis ce qui était intéressant là, le premier point que je voulais montrer, c'est que les patrons d'entreprise avaient envie que l'État soit exemplaire dans cette transition numérique, c'est-à-dire qu'ils l'appliquent à eux-mêmes. Notamment, je pense que l'exemplarité liée à la blockchain et l'utilisation de la blockchain pour le registre du commerce est un exemple de montrer à tout patron d'entreprise, PME, oui, voilà, il faut prendre ça en main et le faire. Et puis le troisième état des lieux, c'était de regarder ce qui se passait à travers le monde, parce qu'on peut éviter de réinventer la roue. Et malgré qu'effectivement on est bien dans l'IMD prétend qu'on est 3e, c'est super. Je pense qu'on a des atouts, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Et c'est celle-ci que j'avais, en tout cas en premier lieu, envie de remonter aujourd'hui, c'est le fait que cette transformation numérique, comme ça a été dit, il y a plein de nouveaux modèles d'affaires et puis ça s'accélère. Donc on a vu Airbnb débarquer, les autorités ont été un peu pris de court, on a eu Uber avec les taxis. Et donc il faut voir quel mécanisme peut-on faire pour être plus proactif et plutôt accompagner plutôt que de subir ça. Et on voit que ça ne fait que s'augmenter. C'est l'exemple que je suis assez fan en ce moment et que j'observe qui n'est pas encore arrivé à Genève, c'est les trottinettes électriques, qui est un phénomène pour ceux d'entre vous qui sont allés notamment dans les villes américaines, puis ça a démarqué là-bas. Ou même à Paris maintenant. Hein. À Paris et à Zurich. Donc voilà, on peut aller un peu plus loin après le canton de Vaud jusqu'à Zurich où ça a déjà débarqué cet été.
Mais si on l'observe, puisqu'il a débarqué il y a plus d'1 an aux États-Unis dans certaines villes, c'est que ça prend, c'est-à-dire que les gens l'utilisent. Parce que justement, on est sur ces changements de modèle d'affaires où on met à disposition des trottinettes en libre-service. Donc c'est un peu le même concept pour ceux qui ne sont pas familiers au vélo en libre-service, à la grande différence que ces trottinettes peuvent être prises n'importe où et posées n'importe où. Et notamment une des villes où ça a débarqué, c'est Santa Monica en Californie, où il y en a des milliers et qui sont en plus utilisés. Et on voit que derrière ces sociétés, c'est pour ça que ça arrive à Paris, à Zurich et probablement très rapidement à Genève, c'est que ces sociétés sont capitalisées très vite. Les 2 sociétés leaders sur ce marché, que sont Bird et Lim, sont déjà valorisées à 2 milliards de dollars. Donc en une année, et c'est une des valorisations les plus rapides. Donc en une année, ils ont atteint ce qu'on appelle ces fameux unicorns, c'est-à-dire qu'ils ont atteint ce statut d'être valorisés à 1 milliard de dollars. Alors que si on regarde... Pour revenir à la question fondamentale, l'État subit, qu'est-ce qu'il fait? Le gars débarque avec ses trottinettes et puis l'État voit ce qu'il peut faire. C'est ça la réglementation, je veux dire, un peu où on s'ajuste. Comment ça fonctionne? Voilà, donc, c'est ça qui est intéressant. Que fait par exemple, si on prend la municipalité de Santa Monica qui a vu débarquer ces milliers de trottinettes partout, qu'a-t-elle fait? Elle a recruté des gens de la voirie pour aller poser des panneaux sur les pistes cyclables pour interdire les trottinettes. Donc on est à un point où voilà, on n'arrive pas, on doit subir ce phénomène et on se dit bon, on prend des employés qui vont l'interdire. Et on voit ça de manière similaire avec les drones, c'est-à-dire que les drones débarquent, que fait l'État? Ils vont mettre des panneaux en disant non, et là il ne faut pas introduire des drones parce que c'est interdit. Donc ça c'est la réponse actuelle. Et ce qu'on voit émerger dans beaucoup de pays, et pas très loin de chez nous d'ailleurs, si on prend l'Angleterre, c'est cette création de bac à sable réglementaire, c'est-à-dire de se dire plutôt que de subir ces changements technologiques qui arrivent de plus en plus, comment peut-on les accompagner, les comprendre? Et donc un scénario qui n'est pas encore arrivé avec les trottinettes électriques, mais qui montre très clairement ce besoin, c'est de se dire plutôt que de l'interdire et d'aller envoyer des gens de la voirie pour l'éviter sur des zones, c'est de dire voilà, collaborons avec cette entreprise, notamment Bird, pour pouvoir l'introduire intelligemment, mettons à disposition un territoire d'expérimentation dans lequel on va regarder ensemble ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, puisque ces trottinettes répondent à ce fameux besoin, on parlait de la mobilité au démarrage, le dernier kilomètre est clairement un problème. Comment, si on prend le bus, le train, arrive-t-on au travail? Et ces trottinettes répondent à cette question. Par contre, évidemment, on ne sait pas où les mettre, ces trottinettes, parce qu'ils vont jusqu'à 30-40 km/h. On ne peut pas les mettre sur la route, on ne peut pas les mettre sur les pistes cyclables, ni sur les rues piétonnes. Donc il faut collaborer. Donc l'enjeu, il est là, et je pense que c'est Mais il y a déjà, juste qui peut être brièvement, il y a déjà un État qui est arrivé, ou un canton, une ville qui est déjà arrivé, au fond, à légiférer là-dessus, parce que, franchement, comme on dit, c'est le chenille, quoi. Chez nous, on appelle ça le chenille. C'est un peu n'importe quoi. Pour le moment, personne n'a réglementé, on laisse faire. Sur la mobilité, pour l'instant, c'est compliqué, parce que ce n'est pas non plus l'acteur le plus dynamique, et puis il y a un certain élan. Par contre, il y a un acteur, et notamment en Angleterre, sur un bac à sable réglementaire sur la finance. Et étant donné l'importance qu'a le tissu économique des banques dans la région, je pense que ça serait très intéressant de le mettre en place aussi rapidement. Donc en Angleterre, ils ont créé un bac à sable réglementaire qui permet d'introduire des sociétés qui sont actives et qui veulent justement disrupter la finance pour les accompagner. L'exemple que je vous avais donné quand on avait préparé, c'était il y a même des startups suisses qui vont en Angleterre pour essayer de passer à travers ce cadre-là. On en a une, par exemple, qui regarde l'émotion. Ils utilisent l'intelligence artificielle, le mot est souvent revenu, pour essayer d'observer l'émotion que vous avez. Et sur la base des émotions que vous avez lorsqu'on vous pose des questions, on vous propose des investissements dans des actions. Donc plutôt que d'avoir l'approche classique de conservatrice, agressif, etc., sur le visage, on arrive à déceler le taux de risque qu'on est prêt à faire. Et donc voilà, ça peut faire peur. Et donc ça, c'est déjà mis en place et c'est une réalité en Angleterre de pouvoir on ne l'utilise plus pour le terrorisme, mais maintenant au fond pour que quelqu'un soit un investisseur ciblé. Merci, je vais poser la question maintenant. Les deux dames s'occupent essentiellement d'urbanisme, mais j'ai envie de poser cette question à Bénédicte Montand. Donc c'est une question qui vient de la salle. La digitalisation a-t-elle vraiment créé de nouveaux modèles d'affaires? Ne
s'agit-il pas plutôt de modèles connus revisités? Qu'en est-il pour l'architecture, pour un bureau d'architecte, d'urbanisme? Bonsoir. Alors pour nous, évidemment, depuis très longtemps, on dessine de façon dématérialisée. Ça fait plus de 20 ans que le crayon sert au croquis, mais qu'après, très très vite, les gens dessinent avec une souris. On utilise la 3D depuis longtemps également pour pouvoir montrer des images de synthèse à nos clients. C'est devenu de plus en plus une réalité augmentée. Aujourd'hui, on imprime en 3D, on travaille avec des drones pour faire des relevés, en tout cas, par exemple, d'arborisation, de territoire. Et puis surtout, les bureaux d'architectes utilisent aujourd'hui, pour pouvoir travailler de façon collective et communautaire avec les ingénieurs spécialisés dont nous avons besoin, le BIM, qui est le Building Information Model. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, pour prendre une image plus littéraire, on fait de la prose sans le savoir depuis assez longtemps, parce que nous avons de façon, je pense, naturelle, utilisé des outils qui se présentaient à nous et avec lesquels on est obligé de composer. Ce qui présuppose aussi pour une entreprise de faire des investissements réguliers, de ne pas devoir tout d'un coup se poser la question de savoir si il faut aujourd'hui évoluer. C'est une évolution qui s'est faite de façon lente, qui nous a permis également d'engager des ressources plus jeunes, qui ont contribué au fait que l'entreprise évolue et change de mentalité, devient, pour prendre le vocabulaire qu'on aime utiliser, agile. Je pense que c'est vraiment aussi nos ressources humaines qui nous ont sollicités et qui ont stimulé ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui, nous, 3 pôles. C'est le bureau d'architecte, la maîtrise de l'ouvrage, c'est-à-dire le commanditaire, qui est un peu différent en fonction du fait qu'il soit privé ou institutionnel. Le maître de l'ouvrage institutionnel est doté des mêmes outils que les nôtres, le maître d'ouvrage privé ne l'est pas. Et puis le partenaire important institutionnel se situe à ma gauche, c'est Madame Dufresne, c'est l'État. C'est quelqu'un qui en travaille tous les jours pour pouvoir obtenir des renseignements, des autorisations de construire sous différentes formes. Et il y a parfois un petit décalage, parce que nous avons besoin de ce partenaire et nous avons besoin que ce partenaire utilise les mêmes outils que les autres. Alors c'est évidemment facile à dire, c'est un petit peu plus complexe au quotidien, mais d'énormes efforts sont faits. Alors justement, c'est bien, vous m'avez tendu la perche. Mi-octobre, Genève a délivré sa 1000e autorisation de construire entièrement numérique, si j'ai bien lu le communiqué. On parle pour le moment uniquement de modifications légères ou intérieures d'un bâtiment. Est-ce que Genève, par rapport aux autres cantons et même au vaste monde, est-ce qu'on est en avance? On est en retard? Est-ce que c'est uniquement une portion congrue? Vous, Saskia Dufresne, qui délivrez au fond ces autorisations de construire, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation? Oui, tout à fait. Bonjour, tout d'abord. Alors moi, je vais peut-être vous livrer mon expérience et puis mon projet. Et puis c'est une autre échelle que la discussion plus générale sur la transition numérique. C'est vraiment l'implémentation dans une entreprise d'un nouvel outil de travail. Mais ça va aussi au-delà et je vais essayer de vous l'expliquer de manière synthétique. Alors, je voudrais rebondir sur l'étude qui nous a été présentée, très synthétique, qui m'a beaucoup intéressée, surtout qui m'a beaucoup évoqué le parcours, le long parcours qui a été mené pour arriver justement à pouvoir délivrer aujourd'hui cette prestation de l'État qui est l'autorisation de construire, surtout ces fameuses étapes dont monsieur vous avez parlé. Ces étapes, elles sont sur l'échelle macro, mais elles sont exactement les mêmes sur l'échelle du projet lui-même, quand on le cible à une prestation. Et ça m'a beaucoup intéressé de les entendre, car ça m'a évoqué les étapes du projet qui ont été parfois des échecs, ou alors les étapes du projet qui, au contraire, justement, ont permis d'aller plus loin, de transformer ces échecs en réussite aujourd'hui, puisque nous délivrons de manière numérique ces autorisations de construire. Donc tout d'abord,
pour une des étapes importantes que j'ai retenues, c'est l'objectif de l'entreprise. Parce que ce que je voulais aussi exprimer, c'est que oui, c'est une prestation d'État dont je vous parle, mais en réalité, c'est une prestation, c'est un produit, l'autorisation de construire, si on veut faire un parallèle avec une entreprise qui produit quelque chose. Et puis, c'est donc les mêmes éléments qui s'appliquent à une prestation d'État avec une chaîne de production et puis une démarche, une e-démarche. Donc tout d'abord, l'objectif. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Madame Montand. Effectivement, il y avait une forte attente du milieu professionnel de la construction qui était déjà depuis fort longtemps en train de travailler de manière dématérialisée, c'est-à-dire faire des plans effectivement en 2D ou 3D, mais pas papier, plus papier. Et puis un décalage avec le traitement de l'administration qui ne se faisait que papier. Alors sur ça, l'État était en réaction et puis dans les années 2005 à peu près, sauf erreur de ma part, il y a eu justement l'idée de faire la e-démarche, la prestation en ligne. On a commencé par là. Et c'est très important de le dire dans cet aspect d'objectif, c'est-à-dire que pour répondre à la demande du milieu de la construction, on a pensé à ce milieu, c'est-à-dire comment il peut déposer sa demande et de manière dématérialisée, puisqu'il l'a produit, il produit des plans déjà de cette manière. Et ça a été un échec parce qu'on n'a pas pensé à tous les acteurs de la prestation. On a pensé donc à la demande des architectes et du monde immobilier pour répondre à la manière dont ils déposaient les plans, les projets. Mais on n'a pas pensé qu'après, en fait, si on fait déposer de manière dématérialisée, si c'est pour tout rematérialiser derrière pour pouvoir tout simplement traiter le dossier, en réalité, ça servait à rien, c'était de nature même à ralentir la prestation, ce qui était vraiment le contraire de ce qui était souhaité par le milieu de l'immobilier. Donc là, je rebondis sur la question de l'objectif, pour qui, pourquoi, la plus-value, et donc penser la chose en entier. Donc on est revenu en arrière sur la e-démarche tout seul, et on a commencé à penser une prestation globale, numérique, de A à Z, donc avec une e-démarche, mais après avec un traitement numérique de la prestation. Madame Dufresne, merci. Juste, oui, je vais vous donner la parole, mais je vais d'abord donner la parole à l'architecte. Je veux dire, le fossé, pour que le fossé, le gap se réduise, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que l'État devrait faire plus rapidement, selon vous? Moi, si je pour être concret. Si je veux être un petit peu provocatrice, aujourd'hui on échange beaucoup. La coordination dans le bâtiment, c'est quelque chose c'est un travail gigantesque qui est assez peu perceptible. Et c'est vrai que pour fâcher ma voisine de gauche, que j'apprécie beaucoup, la seule entité avec laquelle on échange encore du papier aujourd'hui, c'est l'administration. Alors il y a cet effort qui a été fait, c'est une très jolie ouverture de porte pour nous sur les APA, qui sont les petites autorisations de construire accélérées. Mais enfin, il reste les demandes de renseignement, les demandes préalables, les demandes définitives, les demandes de démolition, donc il y a encore beaucoup de choses. Alors j'espère que c'est la mise en place d'un processus. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, mais je pense qu'il faut impérativement, ça va aussi, et ça c'est déjà compliqué dans une entreprise privée, je pense que ça l'est 10 fois plus dans une institution comme l'État, procéder à un changement de mentalité, c'est-à-dire que le changement fait peur, le changement inquiète. Mais pour être concret, changement de mentalité, comment toucher exactement à mon sens, le nœud du problème. Si on pratique ce genre de révolution, il faut proposer soit plus d'efficience, soit un meilleur service au client. C'est-à-dire Et ce n'est pas le cas actuellement. Non, alors il y a de l'efficience et un service au client, mais si on change de méthode de travail, si on change de paradigme de base, il faut impérativement qu'il y ait un bilan positif, sinon c'est pas la peine. Chez nous, on se pose exactement la même question. Donc je pense que le changement
de presque mentalité générationnelle est en train de se faire sur la base de ces APA. Après, à l'État, ce qui est certain, c'est qu'il faut les ressources. Nous, on fait des provisions budgétaires. Maintenant, l'État a son budget, mais vous savez comme moi qu'il est entériné ou pas par un Parlement. Il faut impérativement leur donner les moyens de pouvoir accomplir ce genre de révolution. Il faut que les moyens soient utilisés à bon escient. Merci. Monsieur Rollier, brièvement, comme ça après je peux passer. Oui, tout à fait. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que moi, je parle souvent de cheminement dans la transition numérique. Et ce cheminement, il passe au départ par deux choses, justement. Soit on veut améliorer l'expérience client, ou soit on veut améliorer l'efficacité de ces processus. Et ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est que ben voilà, on commence par améliorer l'expérience client en leur permettant d'entrer sur un portail, mais après, si on n'a pas fait le travail d'améliorer les processus, on perd en efficacité. Et ça, on le voit partout. Moi, si je reprends l'exemple Swisscom, pour les shops Swisscom, on a eu exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on a d'abord introduit une amélioration client. Lorsque vous venez dans un shop, vous avez une personne qui venait avec un iPad vous servir pour avoir une proximité, pour vous servir de manière plus rapide. Mais en fait, très vite, ça a bloqué, puisqu'on n'avait pas travaillé sur l'efficacité opérationnelle qui consistait à finalement revoir tous les systèmes derrière pour pouvoir traiter la demande du client directement. Donc on a dû ensuite s'attaquer à la partie qui est probablement la plus dure d'ailleurs, de changement des processus, de comment on travaille pour que les deux convergent sur un gain d'efficacité du numérique. Donc je pense que ce cheminement est important, puis ben, on le voit dans plusieurs business. Oui, et puis c'est pas que valable, je dirais, pour Genève. Là, je suis tombé sur une dépêche qui m'a vraiment laissé baba. C'est le 5e audit du contrôle des finances de la Confédération la semaine dernière. Suite à l'implantation du nouveau système informatique fiscalité, la productivité des employés qui l'utilisent a baissé de près de 60%. Hein, digitalisation, oui, mais alors comment? Alors, ça me permet de passer la parole au professeur Morin. Je vous l'avais dit, il n'a pas la langue dans sa poche. Il est prof à l'Uni de Genève. Il travaille sur la blockchain, l'Internet des objets, la protection des données. Il a également passé du temps en Corée, non pas en camp de rééducation, mais peut-être, voilà. Et les questions que je voulais, au fond, lui poser, c'est est-ce qu'au fond, en Suisse, on a de l'avance en termes de digitalisation? Est-ce qu'on peut mieux faire? Et puis surtout, il y a un truc qui vous tient à cœur, c'est la loi sur la protection des données, où à la première vue, on est au Moyen-Âge. Merci pour toutes ces questions. Bonsoir à tous. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées là. Donc, la question de ce panel, c'était l'État doit-il montrer la voie? Hein, c'était un peu la promesse de cette table ronde. Je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue et d'essayer de tenter de trouver des réponses à cette question. Si on regarde la plupart des pays aujourd'hui, beaucoup de pays se sont réveillés à différents moments. On peut en gros marquer un réveil, je dirais numérique, autour des années 2010. C'est un peu le moment où on sent que les États-nations ont commencé à prendre la mesure de l'importance de cette transition numérique. La Suisse, y compris, hein, Doris Leuthard avait effectivement mentionné ça publiquement à cette époque-là. Et puis ensuite, les États, ben, ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Il y a des processus démocratiques, il y a des budgets qui sont votés, il y a des projets, il y a des parlements qui votent ces budgets, et ensuite ils incarnent ces responsabilités-là. Je pense que là, on a des situations extrêmement différentes. On a trouvé des États qui ont été extrêmement proactifs, des États qui avaient très faim, qui ont saisi une opportunité pour se réinventer, pour penser un petit peu différemment leur fonctionnement, ou pour créer des choses qui n'existaient pas. D'autres États se sont rassemblés ensemble. Si on prend par exemple l'Union européenne, il y a quand même un effort considérable qui a été fait au travers de ces 8-10 dernières années au niveau européen, qui a mené notamment à une révision complète de la loi sur la protection des données au niveau européen, le fameux RGPD, qui est en force et qui concerne tout le monde. Dès le moment où vous manipulez des données de sujets européens, que vous soyez en Corée, en Afrique, en Europe ou en Suisse, si vous manipulez des données de sujets européens, vous êtes impacté par la RGPD. Donc ça, c'est... puis ensuite, vous prenez d'autres États qui, on pourrait dire, ont peut-être un petit peu moins faim.
Et là, c'est vrai que l'exemple de la Suisse est assez intéressant parce que quelqu'un me rappelait récemment, c'est Pascal de Lamura qui disait que la Suisse est un pays qui se lève tôt, mais qui se réveille tard. Et en fait, c'est vrai. Et c'est pas un problème et c'est pas grave. Le problème que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, peu importe quand on part, mais il faut juste quittancer le fait qu'on a besoin de partir et ensuite partir de là où on est. Et c'est pas comme si on devait tout inventer aujourd'hui. Je veux dire, il y a une quantité de choses qui ont été faites à travers le monde, par des États-nations, par des collectivités publiques aujourd'hui, qui permettraient de s'inspirer très simplement, pas de recopier bêtement, mais de s'approprier le travail déjà effectué pour essayer de voir, de réfléchir nous-mêmes comment est-ce qu'on peut avancer dans cette direction-là. Et là, effectivement, j'ai un peu un souci parce qu'au niveau national, je pense qu'on est particulièrement en retard. Je vais juste citer le dernier chiffre qui m'a particulièrement frappé début septembre, la mise à jour de la stratégie numérique suisse, les 111 mesures préconisées par le Conseil fédéral, dont on peut très explicitement lire dans le texte, je vous recommande la lecture, je crois que c'est page 51 ou page 52, les budgets sont à prendre sur les budgets existants des offices et des départements existants. Voilà, alors une stratégie avec 111 mesures d'actions concrètes à prendre sans budget, inutile de dire que rien ne sera fait. Ensuite, au niveau de la loi sur la protection des données, elle est coincée à la Commission des institutions politiques depuis maintenant, ça fait quoi ? Depuis le mois de janvier. Et il n'en sortira rien avant probablement fin 2019, début 2020, au plus tôt, ce qui induit bien entendu de la confusion, de l'incompréhension dans le tissu économique, particulièrement les PME. Alors c'est vrai que les grandes entreprises, elles ont su 2 ans à l'avance, quand la date a été connue de la mise en œuvre du 25 mai 2018, toutes les grandes entreprises se sont ont mis un projet pour se mettre en conformité. Les PME, elles n'ont rien vu avant le 24 mai. Le 24 mai, elles ont commencé à voir que tout le monde s'agitait sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. On a brandi du RGPD partout. Des entreprises se sont intronisées spécialistes en protection des données du jour au lendemain, ont vendu tout et n'importe quoi. Et ben voilà, c'est un peu aussi le rôle de l'État, quelque part. Donc voilà, j'ai terminé par ça. Dans une transition numérique, il y a 3 dimensions, il y a 3 acteurs, il y a 3 parties prenantes. Il y a le monde économique, il y a le public et il y a la société. C'est les gens qui voilà, comme vous et moi, qui doivent être aussi accompagnés et protégés dans leurs fonctions, dans leurs activités économiques et sociales. Et en fait, une transition numérique impose un équilibre de ces 3 dimensions. Et je pense qu'aujourd'hui, on est loin du compte en Suisse. Juste avant d'aborder un dernier point, c'est-à-dire que pour vous, au fond, on a laissé faire et que là, on devrait un peu contrôler. Je crois que sur l'entité, au fond, qui gère le numérique en Suisse, vous estimez que elle est aux mains des privés au détriment de la population ou des petits acteurs, clairement. Alors, ce que j'estime, c'est qu'il y a une nécessité impérieuse, mais vraiment impérieuse. Alors, on parle de responsabilité régalienne, responsabilité de l'État, à incarner la gouvernance d'une transition numérique. Voilà. Ça, c'est important. Ne pas l'incarner, c'est quelque part laisser la place à d'autres acteurs. C'est le laisser faire. Et le laisser faire aujourd'hui a consisté effectivement à avoir des acteurs tout à fait légitimes qui ont fait un boulot formidable pour essayer de se mobiliser, pour essayer de se rassembler, pour incarner cette transition numérique au niveau de l'économie privée. Pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas que ça remplace la responsabilité publique d'encadrement de ces éléments-là dans une société. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, là j'ai une question un peu plus générale, mais je la garde pour le prochain débat qui a lieu avec des gens qui travaillent sur le métier. Quelles possibilités les petites PME ont-elles pour évoluer dans le monde numérique sans moyens humains et financiers dédiés ? Quel en serait le coût externe ? Et comment la Chambre de commerce et d'industrie de Genève peut-elle les aider ? Monsieur Torres, vous voulez répondre ? Plus tard, d'accord. Alors, pardon ? D'accord.
Est-ce que, en termes de loi sur la protection des données, vous considérez que ce que dit le professeur Morin est excessif ou vous vous alignez sur ce qu'il dit? Comment vous voyez les choses pour avoir une vision pas que d'une personne? Alors, concernant les remarques du professeur Morin, donc je pense qu'effectivement, au niveau national, on a été peut-être un peu lent à réagir au niveau de l'État. Il y a quand même, au niveau de Genève, des initiatives qui ont été prises. On est dans une configuration un peu particulière, puisqu'on a énormément de frontières communes avec la France. Il y a énormément d'échanges aussi commerciaux avec la France. Et de ce point de vue-là, on a essayé de sensibiliser les entreprises en créant des événements donc, où on a expliqué aux entreprises quels étaient les enjeux et essayer de les sensibiliser. On est allé même plus loin, c'est-à-dire qu'on a fourni un certain nombre d'outils et proposé des consultations gratuites pour essayer d'évaluer leur situation de manière à ce qu'ils puissent réagir. Donc je pense qu'effectivement, globalement, en Suisse, on a peut-être une certaine lenteur. Genève, sans vouloir, disons, claironner notre propre... Voilà, on a un certain nombre d'initiatives dans ce domaine et j'aimerais dire aussi au niveau fédéral qu'en fait, oui, il n'y a pas de moyens financiers, mais il y a néanmoins des initiatives qui sont importantes. Donc il y a eu il y a quelque temps déjà la loi sur l'harmonisation des registres qui a permis d'augmenter globalement l'efficience de la gestion des différents registres à l'intérieur des administrations publiques à différents niveaux. Il y a la loi donc, sur les actes authentiques électroniques qui permettent maintenant à l'administration d'émettre des documents électroniques et donc de ce point de vue-là, de les rendre disponibles pour ensuite être traités par des tiers. Et donc là aussi, il y a une dévolution en quelque sorte des fonctions de l'État. On a fait des expérimentations avec la blockchain. C'était intéressant, ça a été mentionné tout à l'heure, le registre du commerce. Donc aujourd'hui, on est capable, et en tout cas à Genève, et c'est un projet innovant qui a été financé en partie par e-Government Suisse, donc, qui est une organisation qui regroupe le niveau fédéral, cantonal et local, communal, donc pour faire ces expérimentations et qui permettent aujourd'hui dans la blockchain finalement d'intégrer des éléments qui sont des éléments je dirais vérifiés, fabriqués, des informations qui sont fiables, mises à disposition par l'État et qui peuvent être utilisées dans des dispositifs de smart contract, notamment pour des automatisations par des tiers. Donc c'est vrai que globalement peut-être on n'est pas vraiment en avance, mais en tout cas je dirais qu'à Genève on a quand même essayé d'avoir un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Merci. Monsieur Rollier, un mot? Oui, moi je veux dire qu'au-delà de la problématique de la protection des données, je pense que l'État doit aussi se poser des questions sur la politique de la donnée en général. Et Madame Ries l'a mentionné à la fin en disant qu'on a à Genève ce SITG qui finalement regroupe déjà un certain nombre d'acteurs de l'énergie, des transports. Et donc l'étape suivante qu'on voit encore une fois dans d'autres pays, c'est dire comment on peut avoir une politique de la donnée et une mise à disposition de la donnée à la fois publique et privée. Donc il y a cette étape maintenant, finalement la donnée publique est assez bien regroupée, on a un cadre légal, on a le SITG qui existe, maintenant c'est comment on peut en faire bénéficier l'économie privée et également permettre à l'économie privée de partager ces données avec d'autres partenaires dans des conditions cadres qui permettent d'avancer plus vite. Parce que si on revient encore, mon sujet de bataille, c'est la mobilité. Je trouve qu'il montre l'exemple puisqu'on le subit tous. Actuellement, l'acteur qui possède la plus grosse base de données de mobilité, c'est finalement Google via Waze. Donc si on ne fait pas quelque chose et si on ne se regroupe pas entre les TPG, entre les acteurs privés qui ont des données, des taxis, on laisse ça à nouveau à ces fameux GAFA qui, eux, seront capables de contrôler et nous diriger dans notre mobilité, parce que pour l'instant, c'est ceux qui le font le plus efficacement. Mais en contrepartie, on connaît bien maintenant leur modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont vendre de la publicité sur vos données. Et puis là, la protection des données personnelles, elle est juste illusoire dans le sens où, comme on doit utiliser un service comme Waze qui est très efficace, dès qu'on l'installe, et pour tous ceux qui l'ont installé, vous avez dû cliquer pour accepter qu'en tout temps, Waze, c'est-à-dire Google, puisse avoir accès à vos données GPS, même si l'application n'est pas installée. Donc je pense que c'est cette deuxième dimension qui, à mon avis, est encore plus cruciale, puisque les RGPD sont là, finalement. Il suffit de les appliquer en Suisse. C'est quelle est la politique de la donnée au sein de l'État et comment on partage les données publiques et privées.
Merci. Une dernière question, puisque le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, donc vous aurez l'occasion de leur parler, je pense, au cocktail. Mais je pense que c'est une question pratique qui intéresse les deux dames. C'est à quand la construction en 3D à Genève? Moi, la construction, Les deux, vous pourrez répondre. c'est-à-dire que l'État construit, mais c'est pas tout à fait mon service. Donc, si tu construis. Nice try. D'abord, on l'utilise beaucoup, hein, l'imprimante 3D aujourd'hui à des échelles petites, mais aussi, par exemple, pour faire des prototypes. On a parlé tout à l'heure d'application médecine. Mais moi, je me souviens avoir fait des heures de maquettes en pâte à modeler pour faire simuler des balustrades organiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On rentre une modélisation et ça se fait. Après, c'est simplement une question d'échelle et puis de logique. Aujourd'hui, on construit de façon préfabriquée. Alors, c'est une forme d'impression 3D dans une usine et puis c'est amené sur un chantier, notamment pour des façades. Mais ça répond aux mêmes normes, quoi, au fond. C'est exactement ça. Alors c'est plus je pense une vue de l'esprit. On a tous vu cette maison chinoise qui était comme dans vous voyez les portiques dans les ports pour porter les containers. C'était en fait une imprimante 3D qui avait l'échelle de ce genre de portique et puis construisait une maison avec un combustible, enfin avec un élément, je pense que ça devait être une forme de résine ciment. Moi, je ne suis pas convaincue que Genève ait l'échelle et le... Mais ça peut quand même abaisser les coûts de la construction. Oui, mais on préfabrique déjà beaucoup. Typiquement, on peut construire des immeubles avec des cellules préfabriquées qui possèdent déjà les gaines qu'on emboîte les unes sur les autres comme un Lego, qui peuvent avoir des cuisines déjà préfabriquées, des salles de bain préfabriquées. Donc l'idée de mettre un grand portique pour construire ça de façon artificielle, je ne suis pas certaine. Merci, je crois que... Ça n'engage que moi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Madame Dufresne? Non? Alors, Monsieur Morin voulait répondre sur Waze, Google, les données qui nous sont piquées parce qu'on a dit oui ou qu'on utilise utilement. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Raphaël. Je pense que c'est extrêmement important. On a une situation aujourd'hui où on n'est absolument pas maître de l'évolution de ce qui va se passer. Et à ce titre-là, il faut aussi qu'au niveau d'une collectivité, on ait un débat et qu'on se pose la question de cette société de l'information dans laquelle on veut vivre. Ça, c'est un enjeu de responsabilité numérique. Et je dis ceci par analogie à quelque chose qui pouvait paraître très fantasque il y a quelques décennies en arrière, quand on parlait de responsabilité sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une question qui a émergé à un moment donné où on s'est dit tiens, c'est quoi ce truc-là? On va en faire un argument marketing. Jusqu'au jour où ça a fini par rentrer dans des critères d'évaluation des entreprises. Et aujourd'hui, qui conditionne aussi le financement ou les investissements. Et je pense que là, on a devant nous un énorme chantier, qui est un chantier pour travailler cette question de la responsabilité numérique, peut-être par analogie avec la responsabilité sociale. Merci. Merci à tous. C'est l'heure de passer la parole au groupe d'impro. En tout cas, je vous remercie pour vos éclaircissements.